Je vous remercie et je passe la parole à Philippe qui va faire un tout petit rappel de ce qu'est le Conseil national de transition de France. Qu'est-ce que c'est ce fameux gouvernement de la France libre et qu'est-ce qu'est en quelques mots le programme et la Cour suprême qui nous distingue de tous les autres CNT. À vous Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, on peut passer et on doit passer du temps à rappeler les choses sur le CNT. Je rappelle qu'il existe une attestation que je vous montre ici, qui a la vertu de, comment dirais-je, je vais me mettre, changer, excusez-moi, je prends une seconde pour changer d'activité. Voilà. Voilà. Je disais donc qu'il existe une attestation sur laquelle est reprise l'ensemble des informations relatives au CNT. Donc le CNT, c'est cet outil juridique qui a été créé en 2015 par Éric Fiorilles, qui a été déposé à l'ONU. Je passe un certain nombre de détails. Aujourd'hui, ce CNT a été conforté lors du procès de Milan en décembre 2019. Ce CNT, donc, depuis mars dernier, s'est transformé en gouvernement provisoire du peuple, excusez-moi, gouvernement provisoire de la France libre et en exil. Pas la France, mais évidemment le président est en exil. Voilà un petit peu les grandes articulations de ce qu'est le CNT. Alors, ce qu'il est, je l'ai dit tout à l'heure en tout début, c'est un outil juridique, c'est une porte qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre parce qu'elle permet à un peuple qui se reconnaît sous l'autorité d'un gouvernement tyrannique ou en tout cas qui ne sert pas ses intérêts. Ce peuple se protège ou se met sous l'égide d'un CNT voilà, qui est reconnu encore une fois par l'ONU. Donc c'est ce qui a été fait à l'origine dans le cadre de l'attaque de la Libye. Je le rappelle pour mémoire pour les points historiques. L'attaque de la Libye a donné lieu au dépôt de ce premier CNT qui a été créé à cette occasion-là et pour cette occasion-là par l'ONU, conjointement l'ONU, l'État français et l'État américain, qui sont intervenus ensuite à la demande du CNT libyen composé d'un ministre des Affaires étrangères et de deux autres citoyens libyens qui ont donc fait, au travers de ce CNT, un appel à des puissances étrangères pour se libérer du joug d'un tyran. Enfin, en tout cas, c'était la version officielle de l'époque. Donc, la même logique a été reprise par Éric Fiorilles, qui s'est dit, mais ça, c'est la bonne idée, c'est le bon plan. Ce CNT, il n'y en a qu'un par pays, il est reconnu par l'ONU. Enfin, excusez-moi, il n'est pas reconnu, il est déposé à l'ONU. L'ONU n'a pas fonction de reconnaître quoi que ce soit. En revanche, ce CNT doit être déposé, il l'a été en bonne et due forme. Et depuis, donc, il s'est institué en gouvernement depuis mars dernier. Voilà comment les choses ont évolué. Alors, est-ce que nous avons fait, nous, appel à une force étrangère? Non, on n'est pas dans le même contexte qu'a pu l'être la Libye. C'est pas du tout le même contexte. Donc, on fait appel simplement aux Français pour leur expliquer dans quelle situation nous sommes et quelles sont comment dirais-je, les choses à mettre en œuvre pour se sortir de la situation dans laquelle nous sommes, avec des lois liberticides, avec un écroulement de la légitimité du gouvernement en place. Donc voilà, le CNT s'oppose à ce gouvernement en place. Nous sommes, nous, le gouvernement de la France libre, contre le gouvernement que nous allons appeler gouvernement de la République, pour être un petit peu réducteur ou pour résumer les choses, mais c'est pas si réducteur que ça, car il s'agit bien de ça. Nous avons à l'heure actuelle en France deux gouvernements, dont un qui est légitime, qui est le nôtre, puisque en droit, nous avons toutes les explications de la légitimité du gouvernement et du CNT sur ce document-là, qui sont distribués dans les rues par les personnes qui sont disponibles pour le faire, dont certaines sont sur la mosaïque ce soir et qui informe tout le monde, à commencer par les forces de l'ordre, les gendarmeries, la police, l'armée, qui sont directement ou indirectement au courant, sinon de ce papier, en tout cas de ce qui se passe dans ce pays en ce moment et dont les Français sont tenus totalement dans l'ignorance. Voilà, ça c'est le contexte actuel.
Et donc ce gouvernement qui ne s'appelle plus le CNT, nous avons en quelque sorte transmuté, hein, nous sommes un gouvernement de la France libre, c'est comme ça qu'il faut s'appeler désormais, a débouché non pas sur un appel, comme je le disais, à des forces étrangères, mais à une Cour suprême du peuple souverain, qui est encore une construction politique qui garantit pour l'avenir que ce gouvernement, encore une fois légitime, aboutira à la gouvernance par le peuple et pour le peuple, en faveur du peuple. Ce qui est une phrase qui a été souvent et longuement entendue, mais en fait, c'est quelque chose qui politiquement n'a jamais été mis en place. C'est une première historique. Voilà, un gouvernement pour le peuple et par le peuple, qui consiste évidemment, d'une part, à appliquer le programme qu'a écrit depuis longue date déjà, Éric Fiorile et pratiquement Éric Fiorile tout seul, qui consiste justement à changer les choses d'entrée de jeu lors d'une période de transition. Et le CNT, c'est avant tout une période de transition, Conseil national de transition. On va d'un ancien système vers un nouveau système. Cette transition, elle est butée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas dépasser 3 ans. Elle sera de l'ordre d'un an et demi, 2 ans, pendant laquelle donc nous appliquons, nous en France, un programme qui a déjà été préétabli, prévalidé lors du procès de Milan que j'évoquais tout à l'heure, par des Français représentatifs de la France, tout simplement. Voilà, et donc ce passage a été validé et il donne lieu à une organisation gouvernementale, c'est de ça qu'il faut parler, dont monsieur Éric Fiorile est le président. Alors je voudrais faire une petite parenthèse sur le mot président. C'est un mot qui choque un certain nombre de personnes qui nous disent mais je ne comprends pas, on est dans un gouvernement du peuple et comment se fait-il qu'on ait un président, on n'a pas envie d'avoir un président. Alors le mot président, c'est un mot qui fait effectivement allusion à des situations du passé. On est tout à fait d'accord là-dessus. Simplement, je fais remarquer la chose suivante, c'est que le mot président, il peut cacher 1000 choses différentes. Derrière le mot président, on peut y mettre beaucoup de choses. Alors, on peut être un président qui, comme sous la Troisième République, inaugurait les chrysanthèmes, hein, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun pouvoir. Et on peut être aussi un président quasiment monarchique, comme c'est le cas sous la Cinquième République, où le président a beaucoup de pouvoir. Là, dans le cas du CNT, ce président, il aura le pouvoir de mettre les commissions en œuvre et il aura le pouvoir de respecter le programme qu'il a lui-même créé. Car s'il ne le respecte pas, et ça c'est la deuxième articulation du système gouvernemental, il sera sanctionné, il sera chapeauté, il sera corrigé par la Cour suprême du peuple souverain. Cette cour, elle est composée d'un certain nombre de personnes qui peut varier entre 500 et 1000 lorsqu'il y a une action particulière à sanctionner. Voilà. Et lorsqu'il y a une modification à prévoir à la marche à suivre du gouvernement, lorsque les personnes qui sont à l'intérieur de cette cour et qui sont des permanents, hein, c'est le Conseil des sages qui fait partie en permanence et qui sont des membres permanents de la Cour suprême, ce Conseil des sages va aller solliciter la Cour suprême quand il le verra que c'est nécessaire. Et cette Cour suprême garantit que le gouvernement agit toujours conformément à son programme et conformément aux intérêts du peuple. Ça, c'est l'articulation globale simple. Voilà pour ce qui est du CNT, on vient de le voir, on a compris. Alors, ce gouvernement du CNT, il a les 3 pouvoirs, je le rappelle aussi, exécutif, législatif et judiciaire. Il a les 3 pouvoirs, par opposition à ce que nous connaissons en théorie sur le pouvoir républicain actuel, qui est censé avoir la séparation des pouvoirs entre ces 3 branches. Mais cette séparation, elle est très théorique, puisque depuis décembre 2016, si ma mémoire est bonne, la magistrature, dans le cadre du gouvernement Macron, a été ramenée sous l'égide de l'exécutif. Donc, il n'y a déjà plus que 2 piliers au lieu de 3, excusez-moi, au lieu de 3. Donc, cette séparation, elle est très théorique. Nous disons que cette séparation des pouvoirs, elle est un petit peu la marque de la démocratie à l'ancienne. Dans le projet du CNT tel que nous l'avons conçu, ce CNT, lui, détient les 3 pouvoirs, non pas pour être hégémonique, mais pour être efficace. Dans la mesure où, effectivement, on est beaucoup plus efficace en ayant les 3 pouvoirs qu'en ayant des possibilités de se bloquer les uns les autres, comme on le vit dans la République aujourd'hui.
Chaque fois qu'on a des possibilités de blocage, chaque fois qu'on a des possibilités de faire en sorte que les choses n'avancent pas, comme ça arrive trop souvent dans certaines démocraties, tout ça masque, on s'en rend compte, tout ça masque des volontés de ne pas faire, des volontés de ne pas arriver. Et tout ça fait vivre un personnel politique dont nous n'avons dans le futur du CNT, c'est-à-dire dans le présent du gouvernement, plus vraiment besoin. Alors, je m'explique. Le gouvernement lui-même est composé de commissions et non plus de ministres. Voilà. Aujourd'hui, nous avons le schéma suivant, des ministres qui ont un cabinet ministériel et qui s'appuient bien souvent derrière sur des hauts fonctionnaires qui sont les véritables travailleurs des lois et de ce qu'il y a à faire dans un ministère. Mais on a un ministre qui, avant tout et très souvent, n'est pas compétent dans son domaine. Là, ce que nous allons faire, c'est plutôt que de s'appuyer sur une personne, nous allons créer directement des commissions. Alors, ces commissions, elles vont être bien sûr désignées, hein, car pendant la période de transition, c'est le peuple qui choisit comment avancer et avec quelle personne avancer. Et c'est le président du CNT qui fait les propositions des personnes qu'il verrait bien à tel et tel endroit. Donc, je vais y revenir. Ces commissions, bien entendu, traiteront les mêmes sujets que les ministères actuellement. L'agriculture, l'économie, la finance, les sports, la jeunesse, j'en passe. Voilà, donc tous ces thèmes importants seront traités au travers de commissions. Alors, ces commissions sont conçues dans l'esprit, elles ont déjà été conçues dans l'esprit pour être pour partie composées de spécialistes d'un sujet important, mais on n'a pas besoin que de spécialistes du sujet. On a aussi besoin de gens qui connaissent rien et qui viennent avec leur bon sens. Ceux-ci seront tirés au sort. Et on a aussi besoin de gens qui sont dans la sagesse et non pas forcément dans la spécialisation du sujet. Donc voilà les trois axes de ce qui forme une commission dans un domaine donné, que ce soit l'économie, que ce soit la finance, encore une fois. Voilà. Donc ces commissions, il y en aura 12 ou 13, sont le pilier du gouvernement. Elles auront des missions, elles auront la mission effectivement de conduire, par exemple, l'information, qui est un canal important du projet de ce gouvernement. C'est de donner aux Français à voir, à entendre des informations qui soient justes et non plus des informations qui soient dissonantes à l'oreille et au cœur. Ça, on n'en veut plus. Alors, on veut pouvoir dire aux Français, vous pouvez écouter tel canal et là, vous aurez une vérité subjective, car souvent les vérités sont subjectives, mais qui ne soit pas totalement critiquable en termes de véracité. Voilà. Alors ça, c'est une des choses. Après, il y aura également, dans le cadre du gouvernement, il y aura la période de transition, fera également apparaître un audit. Un audit, c'est très important. L'audit, c'est faire l'état des lieux, tout simplement. L'état des lieux de la France. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à aller vérifier. Peut-être j'emploierai le mot débusquer par instant. Les malversations existent. Forcément, le système républicain a mis au point, je dirais, toute une logique, parfois de corruption, de prévarication et autre chose, qui font qu'aujourd'hui, il faut nettoyer les écuries d'Augias, quoi. Pour ceux à qui ça parle, c'était un des 12 travaux d'Hercule. Et nettoyer les écuries de GIAS, c'est de faire en sorte que là où, comme nous allons récupérer l'état de la France, nous soyons capables de comprendre pourquoi ça n'a pas marché dans l'ancien système et de faire en sorte que ça marche dans le nouveau. Et ça, c'est un audit qui porte non seulement sur la partie financière, car quand on pense audit, on pense à audit financier, mais pas seulement. Ce sera un audit sur l'état de l'administration, sur l'état des relations internationales, sur voilà, toute une série de sujets qui seront traités par qui? Eh bien, qui seront également traités par des personnes qui auront été choisies parmi les candidats. Car il est bien évident qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas physiquement des personnes par avance qui vont être nommées dans ces commissions et dans ces audits. Ça va être, on aura besoin de beaucoup de personnes sur la partie audit. Ça se mesure en milliers, je dirais entre 1500 et 2000, pour aller à tous les endroits. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr aller dans les ministères, il faut bien sûr aller dans les mairies. Donc, ça fait du monde. Ces audits seront composés de gens spécialistes et d'autres qui le seront moins. Ils seront formés à leur action.
et on compte beaucoup sur eux pour faire bouger les choses et pour faire bouger le fondement de l'organisation de la France, quoi. Cet audit va être fondamental. Donc voilà, il y a toute une série de travaux qui vont être mis en œuvre. Bien entendu, il faut parler aussi de la Constitution, car on sait tous les uns les autres que la Constitution française actuellement, elle est bafouée et elle est totalement écroulée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Constitution. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement est désormais illégitime. Ce que je dis est vérifiable en droit. Désormais illégitime et donne des ordres à, je dirais, allez, des relais tels que les préfets, tels que la police, tels que l'armée, tels que la gendarmerie, bien entendu, des ordres qui sont parfois du bon sens quotidien, donc dans la gestion quotidienne, ça se passe bien, mais quand il s'agit, par exemple, d'aller mater, il n'y a pas d'autre mot, des manifestations de gilets jaunes, on l'a tous vu, eh bien, on utilise des moyens guerriers pour aller agresser le peuple, ce qui est totalement anticonstitutionnel, illégal, et qui pourtant se réalise. Alors, bien sûr, nous sommes tous atterrés de voir ça, mais force est de constater que pour l'instant, nous subissons. Donc, nous arrêtons de subir. À partir de maintenant, nous arrêtons de subir. Nous déclarons qu'il y a donc ce gouvernement qui est légitime, par opposition à un autre gouvernement qui ne l'est plus. Donc, il y a un gouvernement entrant, un gouvernement sortant, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et nous proposons à tout le monde de nous rejoindre. Alors, nous rejoindre, ça ne veut pas dire s'inscrire, hein. Moi, je ne me suis pas inscrit avant à la République. Je suis juste né et on m'a expliqué que j'appartenais à la République. Très bien. Alors, pour le nouveau gouvernement, il suffit de dire ben, j'obéis au gouvernement légal de la France, qui est le gouvernement libre, tel que défini par le CNT. C'est tout. Cette appartenance nous suffit. Voilà. Alors après, il y a tous les corps constitués qui, eux, doivent se positionner entre l'ancien système et le nouveau. Pour l'instant, ils obéissent à l'ancien pour une simple raison, c'est que s'ils se prenaient velléité d'aller ailleurs, évidemment, ils auraient des problèmes avec leur hiérarchie qui elle-même est boulonnée en haut par d'autres moyens, est boulonnée au gouvernement, en place et illégitime. Voilà, donc c'est cette bascule-là que nous sommes en train d'effectuer. Nous avons, au cours des distributions de tracts, pour pas mal d'entre nous déjà, constaté que nous sommes extrêmement bien reçus par les forces de l'ordre. Je pense en particulier à la gendarmerie, que nous avons affaire à des personnes qui nous écoutent, qui nous disent très bien, on va regarder, voilà. Nous avons affaire à des personnes qui tiennent déjà compte du fait que le confinement illégal, jugé comme tel par notre gouvernement à nous, eh bien, les gendarmes tiennent déjà compte du bien fondé de cette action. Ils disent, OK, en droit, vous êtes fondé, donc on vous laisse passer. J'ai presque envie de dire, il suffit de demander et de se réclamer, non plus de la République, mais du CNT. Voilà. Je reviens avec ça. Hein. Voilà. Alors, c'est pas un passe-partout, hein, ce document, absolument pas. Nous sommes dans une phase de démarrage, nous sommes dans une phase à la fois légitime et une phase d'action. Il faut mener les deux de front. Et cette action, bah, nous la menons au quotidien, sans violence, avec des petits groupes, parce qu'on n'a absolument pas les moyens de mettre des centaines, des milliers, voire des millions de personnes dans la rue. Ça, c'est s'illusionner que d'imaginer que ça va se passer demain. Parce que tout simplement, beaucoup de gens ne sont pas au courant. Là, nous sommes en train de parler ensemble, nous sommes une minorité de minorités. L'objectif, c'est de faire en sorte que toutes ces informations sortent de la boîte, comme le génie de la lampe, et aillent vers tout l'ensemble des Français. C'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Ce sont de relais forts et rapides. Et les relais, c'est vous. C'est vous les personnes qui avez compris comment ça fonctionne, qui avez compris le projet du CNT, qui avez compris ce que c'est que la Cour suprême du peuple souverain, car le peuple devient souverain, c'est lui qui devient le roi, c'est lui qui choisit. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Voilà. Alors, dans les personnels qu'il va falloir aussi largement éduquer, il y a bien sûr les maires, il y a les préfets et il y a toute la partie diplomatique. La France a la chance d'avoir un immense réseau diplomatique qu'il va falloir, d'une certaine façon, remettre dans une logique autre que celle qu'ils ont vécue jusqu'à maintenant, en tout cas sous le dernier gouvernement, vis-à-vis de l'étranger, bien sûr, et pour gérer les intérêts économiques de la France, car on s'aperçoit aujourd'hui que les intérêts économiques de la France, pour certaines grandes entreprises notamment, ils ont été bafoués, ils ont été battus en brèche par nos gouvernements pour faire des opérations financières qui servent la plupart du temps
à colmater une dette publique qui, normalement, ne devrait pas exister. On ne va pas rentrer dans le traitement de la dette publique ce soir, mais simplement pour donner des articulations de ce qui va changer dès lors que le gouvernement de la France, libre, peut enclencher ses actions. Voilà. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en sommes à constater que tout ce qui a été imaginé, prévu de notre côté, en sachant comment en face ils agissent et ils font les choses, bon, on s'aperçoit que malheureusement, on ne s'est pas trompé, quoi. Pas plus tard qu'hier, Éric Fiorini nous a sorti un document qu'on avait déjà vu les uns les autres, qui date du 4 mai, qui est un projet de loi numéro 417 du projet de loi au Sénat, qui est en étude au Sénat, mais qui va très probablement revenir à l'Assemblée nationale dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Je ne veux pas vous en redonner le détail, on a fait la lecture hier, je l'ai relu personnellement, et effectivement, il y a tous les éléments qui peuvent nous faire trembler, à la fois pour notre avenir en général, pour nos enfants, pour notre vie quotidienne, pour notre liberté. C'est-à-dire qu'il apparaît que cette fameuse pandémie du coronavirus dont nous contestons la réalité, pas du coronavirus, mais de la pandémie, soyons bien clairs, cette pandémie, cette fausse pandémie, sert un projet politique qui consiste à nous confiner chez nous, comme si nous étions en prison. Et la preuve en est donnée dans ce texte de projet de loi 417, où l'on s'aperçoit que les personnes qui sont confinées, pour des raisons de coronavirus, à titre personnel, ne pourront sortir de chez elles que sur avis du juge des peines. Voilà. Donc là, on est dans une logique carcérale. Les termes sont clairs. Ça n'est pas le monde médical qui va nous libérer de l'obligation de confinement, c'est un juge. Et ça nous fait changer de monde. On bascule dans un monde de cauchemar. Voilà. Ça, il faut absolument le comprendre. Il faut également comprendre qu'il est prévu dans ce texte que si des personnes dans un foyer, si des enfants sont atteints ou présumés atteints suite à un test de ce coronavirus, ils vont pouvoir être enlevés à leur famille pour être, entre guillemets, soignés ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'on va venir chercher des gens dans leur foyer à tout moment. On va les obliger à tester. On va les contraindre à laisser leurs enfants entre les mains de l'administration. Voilà c'est pas qui nous pend au nez, hein, c'est ce qui est marqué dans ce document. Je vous invite à le relire. J'ai personnellement surligné les points les plus importants parce qu'il faut vraiment le lire dans le détail pour comprendre où se situe cette révolution. Car c'en est une. Le 10 juillet est la nouvelle date de fin de la pandémie qui est prévue, alors que tout disait que le 11 mai, on serait tous dehors en train de faire la fête. Non, non, non. Si demain, comme je le pense, cette proposition de loi est votée par le Parlement, eh bien, le 11, on continue avec le 12 jusqu'au 10 juillet, quoi. Toujours dans le confinement. Sachant que le reste du monde déconfine, que certains pays européens n'ont jamais confiné, comme la Suède, par exemple, je l'ai déjà dit, et je le redis, et qu'ils s'en portent très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de morts que d'habitude, il y en a même plutôt moins. La démonstration n'est donc plus à faire que cette pandémie n'existe pas d'une part, et d'autre part que ça n'est sûrement pas en confinant les gens qu'on va soigner quoi que ce soit. Le bon sens est mis à mal, la logique est mise à mal. Donc, il y a quelque chose d'autre, de l'ordre de la malveillance, je pèse mes mots et j'essaye de trouver les bons mots, de l'ordre de la malveillance vis-à-vis du peuple français. J'en appelle à vos consciences, j'en appelle aux réflexions de chacun, de bien vouloir peser ce que tout cela signifie. C'est très grave. Et pas très grave simplement pour les gens qui sont présents sur la toile et qui nous écoutent. Je pense à toutes les personnes qui croient encore que le gouvernement de la République est là pour gérer leurs intérêts. Elles se trompent. Pour les gens qui croient que ce coronavirus tue à tour de bras, elles se trompent. Aujourd'hui, on ne meurt pas plus qu'hier. À date, il n'y a pas plus de morts en France en mai 2020 qu'il n'y en avait en mai 2019, 18 et 17.
En revanche, l'éventail des gens qui sont déclarés morts à cause du coronavirus a explosé. C'est-à-dire qu'on était à 0 les années précédentes. On est passé pratiquement, je n'ai pas le chiffre, je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 50 et 70% aujourd'hui de gens qui décéderaient de coronavirus. Or, nous savons aujourd'hui que les fameux tests ne sont pas adaptés d'une part à tester ce coronavirus et comme ils testent des morceaux d'ARN et des morceaux, oui, essentiellement d'ARN, donc des résidus d'ARN, donc, nous savons qu'ils sont capables de détecter un coronavirus sur un chou-fleur ou sur votre télévision ou sur vous-même, évidemment. Je plaisante à moitié. Il y a eu des recherches qui ont été faites en Tanzanie par le président de la Tanzanie qui s'est aperçu effectivement que ce coronavirus, que ces tests de coronavirus étaient positifs sur des chèvres, étaient positifs sur des fruits, étaient positifs sur de nombreuses surfaces biologiques et que tout le monde vivait bien de tout ça, quoi. Donc là, on est sur une tromperie, sur l'outil qui sert à déclarer qui l'a, qui ne l'a pas, qui va vivre, qui ne va pas vivre, qui va rester chez lui tranquillement, qui va pouvoir sortir. Donc là, on est sur une terreur. Double terreur, terreur de ne pas savoir les réponses à ces questions, et terreur pour une grande partie des Français aujourd'hui de se dire « Mon Dieu, le coronavirus, c'est dangereux, ça va me tuer ». Eh bien non, ça va tuer personne parce que ça tue personne. On meurt d'autre chose. On meurt de grippe, de vraie grippe. Voilà, on meurt de vieillesse, on meurt d'arrêt cardiaque. Voilà, on meurt de plein de choses, de problèmes respiratoires, mais pas du coronavirus. Voilà. Alors, que dire de plus Alors, j'ai dit tout à l'heure que les corps constitués étaient très à l'écoute de ce que nous avons à leur dire avec ce document-là. Ils sont eux-mêmes, il faut bien comprendre une chose, c'est que les corps constitués sont eux-mêmes très bien placés car ils en savent bien plus que nous sur un tas de sujets, notamment sur les mouvements de troupes qui ont lieu en Europe en ce moment même, notamment sur ce que leurs états-majors leur laissent apparaître, leur laissent filtrer, on va dire, comme information, sous le sceau du secret, plus ou moins secret. Et ces gens, bah, tout naturellement, ils ont des familles, ils ont des amis, ils en parlent à leurs familles, ils en parlent aux amis, et nous avons des retours, comme tout le monde peut en avoir, sur des choses qui se préparent. Donc là, Éric Fiori nous a dit, à partir du 11 mai, ça va être un changement radical, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et malheureusement, les choses concourent à dire, oui, oui, c'est comme ça que ça va se passer, quoi. Alors, quand on ne souhaite pas être anxiogène, qu'on veut donner non pas de l'espoir, je ne suis pas vendeur d'espoir, personne ne l'est, mais simplement de volonté. Il faut être vendeur de dire aux gens, prenez votre volonté et mettez-la vous en écharpe. Portez-la en écharpe. Il faut dire non au consentement. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas de ce monde-là. Et si tout le monde dit cette phrase, l'a dit haut et fort, calmement à tout le monde et qu'à la limite, on descend dans la rue pour le dire, mais ce n'est même pas forcément nécessaire. La prise de conscience suffit. Et quand tout le monde pense la même chose, je peux vous assurer que ça fait changer les choses au niveau des gouvernements et au niveau de l'attitude des militaires et au niveau de tous ceux qui ont mis tout ça en branle en espérant que on n'y verrait que du feu, car c'était ça le but, c'était de faire en sorte d'avancer des pions les uns derrière les autres, les uns après les autres, pour que sans que nous, peuple, nous nous en rendions compte, nous allions droit à l'abattoir. Donc on n'a pas envie d'aller à l'abattoir, donc on dit non, on n'est pas d'accord, et ça suffit, il faut dire ça. On n'a pas les moyens ni l'envie de prendre des armes pour se battre contre des gens qui sont 100 fois plus forts que nous, qui ont des personnels entraînés à la guerre, ça n'est pas notre cas. Donc voilà, donc on ne va pas se battre sur le terrain je dirais, de la guerre, hein. On n'est pas des soldats, ni les uns ni les autres, et encore moins la moitié de notre population qui est composée de dames, même si on trouve des dames militaires de plus en plus. Je pense qu'on n'a pas envie, en particulier chez les dames et chez les enfants, de voir des horreurs. Et j'ai pas envie de parler d'horreur, ça m'intéresse pas. En revanche, je dis, il faut savoir dire non. Non, tout simplement non. Je ne consens plus. Je ne consens plus. On peut même l'écrire, cette volonté, la distribuer, la distribuer dans les magasins, la distribuer auprès de la gendarmerie, la distribuer auprès de l'armée, la distribuer auprès de la police. Et je suis sûr qu'au sein de la police, il y a des gens qui pensent exactement la même chose. Qu'attendent ces gens? Bah, ils attendent que nous, le peuple, nous fassions cette fameuse bascule. C'est quoi la bascule? C'est montrer que nous pensons tous la même chose.
Alors, ça peut être en descendant dans la rue, bien sûr, mais j'y crois hier. Mais ça peut être simplement en ayant des échanges sur Internet et en disant tous les uns les autres la même chose. Non, on n'est pas d'accord. On est d'accord que sur le fait qu'on n'est pas d'accord, quoi. On n'est pas d'accord sur le chemin sur lequel on veut nous envoyer. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc je préconise plus de volonté, plus de positivité aussi. C'est pas la peine de se mettre dans des grands états. Il y a des choses effectivement qui sont graves. Il faut en prendre conscience. Il y a des personnes qui nous ont, comment dirais-je, fabriqué un avenir. On entend des choses, mais on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. On ne veut pas. On est autre chose. On veut continuer à être des êtres humains. On ne veut pas être des robots ou des choses à moitié voilà, existantes. On ne veut pas que nos enfants nous disent plus tard, bah, vous auriez pu faire quelque chose parce que vous avez connu la belle vie, mais nous, on en bave. Nous, on en bave pour juste survivre. On va nous donner un minimum chaque mois pour vivre et on va nous enfermer chez nous et la police va passer tous les jours, etc., etc. Mais c'est quel monde ça? C'est pas le monde que nous désirons. C'est pas le monde que nous, en tout cas que moi j'ai vécu, que mes parents m'ont fait vivre. Et j'ai pas envie que mes enfants ou petits-enfants vivent ça. Vous non plus, j'en suis certain. Donc, on va dire non au consentement. C'est ça le jeu. Donc l'action, elle a été comprise, hein, elle a été comprise. Il faut que les personnels parlent de tout ça autour d'eux. Alors je connais parfaitement tous les arguments qui consistent à dire chaque fois que j'en parle autour de moi, soit mes amis, soit ma famille, voilà, soit des inconnus, ils me traitent de tous les noms, quoi. Mais vous êtes un fou, machin, etc. Alors, il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour se faire traiter, et puis il y a un temps pour dire aux gens, attendez, est-ce que vous avez lu le projet de loi 417 Non. Moi, je vous encourage à le lire. Et quand on viendra chercher vos enfants à votre domicile, qu'on vous les prendra des bras et qu'on vous dira qu'on vous les rendra quand on pourra, ça va vous faire drôle. Est-ce que vous voulez ça? Et je pense quand même, en mon fort intérieur, que lorsqu'on touche à l'enfance, lorsqu'on touche voilà, aux enfants des gens, là, il y a quand même une réaction. Voilà. Alors, il n'y aura pas des millions de personnes dans la rue, je ne pense pas, mais il y aura un non ferme et définitif. Et si dans un immeuble, on vient chercher un enfant dans un appartement et que les cris sont suffisamment forts pour que les voisins de l'immeuble descendent, se demandent ce qui se passe, qu'ils comprennent ce qui se passe et fassent en sorte que ça n'ait pas lieu, ça sera déjà une très belle résistance. J'espère qu'on n'en arrive pas là, on n'arrivera pas là, mais c'est des choses qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir déjà comprendre, savoir, comprendre. C'est deux choses différentes. D'abord savoir, ensuite comprendre. Après agir, prendre les bonnes mesures. C'est ce que nous essayons de faire en ce moment.